Voilà un plan de mon exposé ce soir. Je vais vous donner une introduction et un peu de notre groupe, encore une fois, et le travail que nous faisons et le travail que nous avons fait. Et aussi quelques faits. J'étais impressionné par la conférence hier soir. Mon collègue, il a commencé avec les faits qui ne sont pas contestés. Je vais commencer avec les faits qui ne sont pas contestés. Ils sont acceptés par tous, ceux qui croient à une jeune terre et ceux qui n'y croient pas. Je vais alors poser la question, est-ce qu'il y a des preuves scientifiques qui ne concordent pas avec la vision laïque du monde, c'est-à-dire des millions et des milliards d'années? Au base, il y a une controverse, il y a deux visions du monde devant nous ce soir. Et la deuxième question, c'est aussi importante, existe-t-il des preuves qui concordent avec la vision biblique du monde? Et quelques leçons et conclusions. Questions après. Et voilà, ça c'est notre voyage ce soir. Encore une fois, notre groupe, nous avons... pourquoi j'ai fait la recherche en spectrométrie de masse? Alors, dans mon jeunesse, comme j'ai expliqué hier, j'avais une bataille. Comment je peux croire Adam et Ève et la Bible comme elle est écrite et être un chrétien qui suit le Seigneur? Comment mettre les deux choses ensemble? Et à la fin de ça, j'ai essayé pourquoi le monde pense qu'il y a des millions et des milliards d'années? C'est à cause de la recherche qui ont été faites après la Deuxième Guerre mondiale, après la bombe atomique a été développée. Ils ont utilisé les spectromètres de masse pour cela. Et ils ont utilisé après la guerre le spectromètre de masse pour dater les rochers. Alors, c'est grâce au spectromètre de masse que le monde est devenu vieux, soi-disant vieux. Et j'ai essayé, en tant que jeune prof à l'université de Liverpool, d'entrer dans ce domaine pour bien comprendre comment ça marche et étudier ce domaine. Et le Seigneur bénit ce travail. Et maintenant, nous sommes un groupe académique de 3 personnes, 4 ou 5 postdoctoraux et chercheurs, 10 doctorants. Nous avons vu 3 startups et nous avons publié plus que 120 publications au cours des dernières 15 années. Il y a encore plus avant ça, mais ça c'est dans le domaine des spectromètres de masse. Projet actuel, alors spectromètre de masse grand et aussi Ion Mobility Spectrometer, portatif et miniature. Et je suis spécialiste dans les spectromètres de masse portatifs et aussi pour le soin de la santé. Nous avons fait une test pour savoir si vous avez une ulcère de l'estomac. Et j'ai testé mon spectromètre de masse avec mon haleine. La bonne nouvelle, c'est que le spectromètre de masse a bien marché, mais la mauvaise nouvelle, c'est que j'avais un ulcère d'estomac. Mais c'est facile à traiter, et alors ça c'est un de nos projets dans la santé. Et pour les derniers 10 ans, nous avons fait des recherches sur les tissus mous des dinosaures. Et si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est les tissus mous, cette conférence, ça a pour but d'expliquer tout ça. Voilà le site internet de notre groupe, voilà quelques trucs que nous avons fait et développés. Mais si vous posez la question, qu'est-ce qu'un spectromètre de masse? Alors, est-ce que vous vous souvenez de M. Spock de Star Trek? Alors, est-ce qu'il y a des fans de sci-fi là-bas? Oui, il y a pas mal de fans de sci-fi. Alors, M. Spock, quand il a visité une nouvelle planète, il avait quelque chose dans la main qui est appelé un tricorder. OK, vous pouvez le dire avec moi?
Tricorder. Ah oui, c'est très bien. Voilà l'accent d'anglais. Et le tricorder, en effet, c'était un instrument et il peut tester les choses sur la planète. Et normalement, il a une substance, il peut tester, il peut mesurer qu'est-ce que c'est, et la datation, et combien il y a, et comment elle change en cours d'un petit test. Et normalement, il prit son portable, il dit au capitaine, c'est la vie, mais pas comme nous le savons. Oui, c'est ça qu'il disait tout le temps. Qu'est-ce qu'il avait dans sa main? Le tricorder, c'était un spectromètre de masse, en effet, portatif. C'est la première, c'est dans le sci-fi, mais maintenant c'est ici. Parce que c'est souvent que le sci-fi devient la réalité. Alors, spectromètre de masse, il faut penser de M. Spock. Un instrument qui peut tester, qui peut analyser qu'est-ce qu'il y a et combien. Alors, tournons vers les dinosaures. Que pouvons-nous apprendre des dinosaures? Que savons-nous au sujet des dinosaures? Que sont les faits? Que leur est-il arrivé? Et comment les faits concordent avec la vision, comment les faits concordent-ils avec la vision biblique du monde? Alors, 7 faits des dinosaures. Ils étaient partout. On trouve le reste dans le monde entier. Voilà la zone de destruction des dinosaures aux USA, au Canada et au Mexique. Sur 3 pays, 2,6 millions de kilomètres carrés sur plus de 14 États différents. Voilà, on trouve les restes de dinosaures. Il y a encore en Alaska qui n'est pas vu dans cette diapositive. Ils étaient partout, et ça c'est aux États-Unis, c'est en Amérique du Nord. On trouve en Chine, en Europe, en Afrique, en Australie, 6 sur 7 continents du monde. Le dernier, c'est Antarctique, et c'est difficile à faire des recherches des dinosaures en Antarctique. Mais comment ils étaient partout? Ils sont morts subitement. On parle d'un astéroïde qui a touché la Terre, qui a provoqué un désastre planétaire, qui a tué les dinosaures. Ça, c'est selon la pensée séculaire. Mais ce qui est certain, qu'il y avait une extinction en masse de tous les dinosaures. Et même cet article parle du jour quand les dinosaures étaient tués, subitement. Ça, c'est aussi un fait avec lequel tout le monde est en accord. Ils ont été enfuis lors d'un cataclysme. Voilà une cimetière fossile, ici. Ça, c'est un cimetière fossile. On trouve partout dans le monde. Et ici, sur plus d'1,5 km² en Alberta, au Canada, on trouve les restes fossilisés des milliers de dinosaures Centrosaurus. Alors voilà un Centrosaurus en comparaison avec un homme. L'ampleur du carnage a dû être stupéfiant. 1,5 mètres carrés. Et alors, ils ont été enfuis lors d'un cataclysme. C'est aussi dire qui dit la même chose. Dinosaur Park Provincial au Canada, des dinosaures ont été retrouvés à côté des animaux aquatiques. Et comment des poissons et des tortues ont-ils pu être ensevelis avec les dinosaures? Poissons, tortues, des marsupiaux et les amphibiens, à côté des dinosaures, dans le même cataclysme. Vous pouvez les voir si vous visitez au Canada, Dinosaur Provincial Park. Alors, j'ai un ami qui a visité les musées aux États-Unis
et il a noté les légendes et les commentaires relevés des différents musées. Un troupeau de dinosaures est mort lors d'une déluge au cataclysme. Des inondations massives pourraient avoir tué des milliers de dinosaures à la fois. Certains dinosaures enfuis par des dents de requin. Une grande inondation ancienne. Alors, dinosaures ensevelis lors d'une inondation catastrophique. Dinosaures, des poissons enterrés dans un dépôt d'inondation de... Alors, qu'est-ce que c'est le mot qu'ils ont tous en commun? Inondation. Inondation. Alors, un petit test pour vous. On m'a dit que les Français sont le peuple qui aime les musées que tous les autres pays du monde. Je ne sais pas si vrai ou non, mais la prochaine fois que vous allez visiter un musée, s'il y a une salle pour les dinosaures, regarde l'explication et si inondation est mentionnée. Et si vous voulez faire un email à moi, vous pouvez le noter en français. Qu'est-ce qu'il a été écrit pour l'explication des dinosaures, l'extinction des dinosaures. Mais dans le petit sondage que nous avons fait ici, inondation, c'est un mot-clé et commun. Dinosaures étaient gigantesques. Et regarde le petit homme ici. C'était le Patagonicium majorum. Il se trouvait en Argentine. Son poids, 69 tonnes. Plus lourde que 10 éléphants de l'Afrique. Voilà. Alors, le fémur, 2,44 mètres de longueur. Il est le plus grand dinosaure du monde. Ce n'était pas un homme petit ici, c'est un homme normal, mais voilà le fémur en comparaison avec lui. Découverte en 1987 en Argentine. Herbivore, longueur 37 mètres. Et alors, hauteur 7,3, poids 69 tonnes. Dinosaure fossilisé en Argentine. Mais ce qui est vraiment plus intéressant que ça, les restes fossilés sont conservés du moins de 6 individus. Il y avait 6 comme lui fossilisés au même temps. Wow! Un troupeau de dinosaures gigantesques, tous tués dans un cataclysme, inondation, ensevelis et fossilisés. Ça, c'est c'était publié dans le Royal Society, c'est le top publication chez nous, Proceedings du Royal Society B. OK. On retrouve le reste à haute altitude. Il y a partout dans le monde, dans les Alpes, en Europe, ici, et aussi aux Rocky Mountains, aux États-Unis, les empreintes des dinosaures retrouvées sur la crête des dinosaures Colorado, altitude 1820 mètres d'altitude. Les dinosaures étaient, et ça c'était le bout, il avait la boue, alors il y avait de l'eau, et les dinosaures, ils ont mis leurs pattes avant que les pattes étaient fossilisées, et voilà, on peut regarder maintenant. Plus qu'à 1 mile de l'auteur. Cette fête alors au sujet des dinosaures, le reste ont été trouvés et retrouvés dans le monde entier. Ils sont morts subitement, ils sont morts lors d'un cataclysme, dans un contexte d'inondation, ils sont gigantesques et enterrés en groupe avec d'autres animaux aquatiques. Ils sont morts à haute altitude. Et alors, avant ça, ça c'est aussi pas contesté. Tout le monde accepte ça. Les os contiennent encore des tissus mous. Et jusqu'à cette année, ça a été contesté aussi, mais pas après cette année. Vous allez voir pourquoi.
Mais pour vous donner, pour expliquer, qu'est-ce que c'est le tissu mou? Je vais vous essayer de jouer une petite vidéo de Mary Schweitzer, qui est un chercheur très, très célèbre dans le domaine de tissu mou de dinosaures. Ça explique comment elle a trouvé. Ce qui s'est passé ensuite s'est produit par erreur. Mary a mis des fragments de l'os dans de l'acide pour dissoudre la couche minérale la plus externe. Mais l'acide a agi trop vite. Et tout le minéral s'est dissous. En tant que fossile, il n'aurait normalement rien dû rester. Mais il y en avait bien, et c'était étonnamment élastique, comme un tissu vivant. Voici le morceau. Non, elle nous a montré une vidéo qu'elle a prise sous le microscope. C'est vraiment ce qui s'est passé. C'est un dinosaure, l'os. Sans minéral maintenant, c'est ce qui restait. Cela ressemblait au tissu mou qu'elle aurait attendu de trouver si cela avait été un os moderne. C'était vraiment impossible. Cet os avait environ 68 millions d'années. Alors, tu vois cela devant toi et tu penses quoi exactement? Tu dis Je ne voulais le dire à personne, ha ha ha. Ridicule, n'est-ce pas? Alors je dis à mon technicien avec assurance, d'accord, refais-le s'il te plaît. Je suis stupéfait. Et pourtant, échantillon après échantillon, ils étaient là, des choses qui ressemblent étrangement à des vaisseaux sanguins transparents et flexibles. Elle a finalement trouvé le courage de le dire à Jack. Les tissus mous alors, dans les fossiles de dinosaures, les vaisseaux sanguins, flexibles, les cellules sanguines, les protéines de l'ADN, contenues dans les os de dinosaures, ne sont pas compatibles avec une datation en millions d'années. C'est ça qui est le choc, qui a choqué le monde. Et elle a écrit, c'est exactement comme si je voyais la coupe d'un os moderne. Mais bien entendu, je ne pouvais pas le croire. J'ai dit aux techniciens de le laboratoire, comment des cellules sanguines pourrait-elle subsister si longtemps? Et on peut vérifier tout cela dans les publications qu'elle a faites. Voilà ici le tissu mou, c'est comme élastique dans les restes des dinosaures. Après ça c'est de 1992, oui, et on a continué sa recherche. Et en 2007 jusqu'en 2015, les protéines, même plus faibles que les cellules des os, les protéines dans du collagène ont été détectées. Et on m'a demandé, il y a une heure, qu'est-ce que c'est le collagène? Dans tous nos os, le composant principal, c'est le collagène. Dans les os des dinosaures, les os des singes, les os des chats et chiens, le collagène compose les os. Alors, pourquoi ça dit collagène? Parce que vous avez un mot en France, coller, parce que c'est des os qu'on a fait la colle dans le passé. Et alors, voilà d'où vient ce mot. Les fibres de collagène, c'est comme l'ADN, mais ce n'est pas l'ADN. Il y a 3 fibrilles, les molécules de collagène, un champ alpha et chaque bêta et gamma. Et aussi, chaque chaîne a des acides aminés, un peu comme ADN, mais pas exactement le même truc. Alors, c'est collagène, ce n'est pas ADN, mais tu peux séquencer le collagène en détectant les acides aminés pour donner une empreinte d'où vient le collagène. Elle a écrit en 2013, ces données confirment la préservation de plusieurs protéines, actines, tubulines, FEX, histone, associées avec ADN, et présentent plusieurs lignes de preuve de la présence de matériel compatible avec l'ADN dans le dinosaure. Alors, elle n'a pas dit qu'elle a trouvé l'ADN, elle a trouvé les chimiques compatibles avec l'ADN. Personne jusqu'à maintenant a séquencé l'ADN d'un dinosaure. Et ça s'est publié. Il y avait d'autres chercheurs chez nous en Angleterre qui ont publié la même chose en Nature Communications en 2015. On a découvert plus tard la
peau de dinosaure. Ça, c'est le tissu mou. Hein. Nous avons tous la peau. La peau de dinosaure à bec de canard, préservée dans la province d'Alberta au Canada. Et au Corrie, de l'autre côté du monde, il avait une... je peux voir ici, je vais vous donner un peu plus grand. Vous pouvez voir l'impression de la peau de dinosaure. Cellules de sang, globules de sang, pardon, les cellules de sang et aussi le collagène, protéines fragiles et maintenant la peau. Peau de dinosaure datée 120 millions d'années, le nec plus ultra en matière de soins de la peau. Voilà. OK. Vous avez besoin de cette matériel pour préserver les peaux. Il y avait une publication 2007, Mary Schweitzer et ses collègues, et ils ont testé les restes de 3 dinosaures. Un T-Rex, daté 65 jusqu'à 68, un Triceratops, 65, et un Brachylophosaure, 78. Alors, il fait 13 millions d'années entre les deux, selon le papier. Mais tous les restes, ils ont tous des vaisseaux souples et vides et cellules osseuses, c'est-à-dire les ostéocytes. Et si tu regardes les photos ici des Triceratops et les Brachylophosaures, ils ont le même truc là-dedans. Ils semblent être le même. Dans le système de datation, il y a 13 millions d'années entre les datations, mais ils ont tous la même apparence. Ça, c'est publié dans une publication du Royal Society. Les tissus mous des dinosaures se ressemblent. Même ils sont des endroits différents, les âges différents, et ils se ressemblent tous. Alors, nous avons commencé nos recherches il y a 10 ans maintenant, et on nous a donné, à l'Université de Liverpool, un grand os d'un dinosaure, bec de canard, Edmontosaurus. Et voilà la coupe transversale d'un fossile de l'épine dorsale, d'un fossile Edmontosaurus. Voilà le nombre d'accessions, et si tu visites le musée à Liverpool, tu peux voir. Cela se trouvait de côte du sud aux États-Unis. Et vous pouvez voir, ici c'est l'os, ici c'est la pierre. En effet, c'est fossilisé. L'extérieur, c'est le rocher. Mais l'intérieur, ça ressemble toujours le os trabéculaire. Et alors, c'est ça dont nous avons trouvé, nous, les tissus mous. Des régions partiellement fossilisées de l'os trabéculaire sont visibles, dans lesquelles le collagène a été détecté et séquencé par spectrométrie de masse. Et nous avons publié tout cela, le journal de Analytical Chemistry, en janvier de cette année. Alors, point important, c'est le collagène, mais pourquoi les découvertes de Mary Schweitzer ont été contestées? Parce que les gens, ils étaient obligés d'admettre que c'est le collagène, mais ils ne pensaient pas que c'était le collagène du dinosaure. Tu vois? Ils pensaient que c'était le collagène de quelque chose dans le laboratoire, un autre animal, quoi que ce soit. Ce que nous avons fait, c'est de séquencer le collagène pour identifier définitivement que c'est vraiment le collagène et c'est vraiment le collagène de cet dinosaure. Et nous avons testé le collagène que nous avons trouvé avec les collagènes que Mary Schweitzer a trouvé et il y avait un match entre les deux. Impossible d'expliquer ça par un scénario de contamination. Voilà un spectromètre de masse d'un dinosaure. C'est l'empreinte digitale du collagène à l'aide de spectromètre de masse. On fait une comparaison
avec le collagène qu'on peut acheter de l'Internet, le collagène moderne. Le collagène aussi est d'une autre créature, un dinde. Et en effet, vous pouvez voir les empreintes, les pics sont les mêmes. Et les collagènes d'Edmontosaurus. Et voilà les chromatogrammes de l'os d'Edmontosaurus en bas, de l'os de dinde au milieu, superposés à ceux obtenus par le collagène à bovin, 96% en haut. Le temps de rétention et les valeurs de M over Z, c'est-à-dire une terme qui peut expliquer l'axe X ici, les valeurs de M over Z sont marquées ici, sont correspondantes. Et les trois intensités de crête les plus élevées sont étiquetées individuellement ici. Il y a une match entre le collagène que nous avons détecté dans l'Edmontosaurus, celle du dinde et celle du bovine. On a publié ça, elle est passée par le peer review. On avait des chercheurs aussi qui ne sont pas créationnistes, pas du tout, dans notre équipe. Alors, c'est quelque chose qui est difficile de dire que ce n'est pas vrai, ce que nous avons fait. Voilà la taille du dinosaure, ça c'est 1 cm. Ça c'est le bout que nous avons testé. Nous avons testé avec le spectromètre de masse. On a testé pour la hydroxyproline, qui c'est aussi une empreinte pour le collagène. Et on a séquencé ici, et on a trouvé un match avec ceux qui ont été déjà publiés pour les dinosaures. Ça a attiré l'attention du média en Angleterre. Une nouvelle découverte pourrait nous rapprocher du séquençage de ADN dans les dinosaures. Jurassic Park en chair et en os. Et voilà, il y avait un tout petit clip vidéo que je vais jouer maintenant qui est des actualités GB. Des chercheurs de l'Université de Liverpool ont fait un grand pas vers le séquençage de l'ADN des dinosaures. Et oui, cela ressemble à un célèbre film hollywoodien, mais comme nous le savons tous, ça ne s'est pas bien terminé, n'est-ce pas? Voici notre correspondant scientifique, Martin Sim. 32 ans après la sortie emblématique de Jurassic Park sur grand écran, il s'agit d'un dinosaure mémorable et légendaire. Dans un laboratoire de haute technologie à l'Université de Liverpool aujourd'hui. Une énorme découverte fascinante fait des vagues considérables dans le monde de la science des dinosaures. Le professeur Stephen Taylor m'accueille chaleureusement dans le célèbre Jurassic Park. Ou, du moins, un tout petit pas microscopique vers cela. Ces trois os proviennent en fait de la même créature. C'est un edmontosaure, un dinosaure à bec de canard de la taille d'un éléphant, et la partie qui nous intéresse est ici, d'où nous avons pu extraire le collagène. Pendant des décennies, on a supposé que tout matériel biologique à l'intérieur des os fossilisés devait provenir de contamination, car l'original aurait pourri au fil de dizaines de millions d'années. La récente découverte de collagène ancien prouve que ce n'est pas le cas, laissant entrevoir la possibilité fascinante de trouver un ADN de dinosaure intact et bien conservé. Oh, cher monsieur ADN, d'où viens-tu exactement? De ton sang. Nous sommes un peu plus près de notre objectif, encore loin, mais le fait que nous puissions maintenant séquencer le collagène d'un dinosaure fascinant ouvre la porte à la recherche d'autres matériaux fragiles et précieux dans les os de ces créatures préhistoriques. Les scientifiques disent que c'est un triomphe pour le monde de la recherche en spectrométrie de masse. Nous avons soigneusement pris une petite portion de l'os, nous l'avons mise dans un mortier et un pilon, puis nous l'avons minutieusement réduit en une très fine poudre. Les minuscules particules que nous avons soigneusement envoyées à cette machine sophistiquée, un spectroscope. La lumière nous a donné une empreinte de ce qu'il y avait à l'intérieur que nous avons pu analyser et interpréter. Oui, les autres techniques ont confirmé que c'était bien du collagène provenant du dinosaure. Il n'y a pas suffisamment d'échantillons pour recréer un T-Rex dans un avenir proche, mais en ce qui concerne la science-fiction, tout est possible. C'est la preuve indéniable que la technologie, tout comme la vie, trouve toujours un moyen. Martin, Vue ITV News, Liverpool. Mais il y avait un autre choc. Alors le choc, le tissu muque, c'était un choc, mais un choc même plus grand que ça, c'est le carbone 14. Le reste
Alors, j'ai fait un résumé. Le reste ont été retrouvés dans le monde entier. Ils sont morts subitement, ils sont morts lors d'un cataclysme, dans un contexte d'inondation. Ils sont gigantesques et enterrés en groupe avec d'autres animaux aquatiques. Ils sont morts à haute altitude. Les os contiennent encore des tissus mûrs. C'est établi maintenant, ce n'est pas contestable. Des os de dinosaures contiennent une quantité mesurable de carbone 14. C'est un autre choc. Carbone 14 dans les os de dinosaures. Le carbone 14 peut dater directement les os grâce au collagène. Ça, c'est le système normal si on trouve un os archéologique ou paléontologique, surtout archéologique. On teste le collagène avec le carbone 14. Et si les dinosaures avaient disparu il y a 70 millions d'années, aucun carbone 14 ne serait détectable. Pourtant, on en trouve encore certains os. Il y en a. Et voilà, notre expérience, la datation par le carbone 14, comment ça marche? C'est comme un truc pour mesurer la quantité de temps qui ont passé si on fait quelque chose dans la cuisine. Et la théorie de carbone, la datation de carbone 14, un organisme qui meurt ne consomme plus de nourriture. Le carbone se décompose en azote sans être remplacé. Le carbone 14 ne peut pas être mesuré au-delà de 100 000 ans. Ça, c'est la limite de détection sur cette planète. Il n'y a aucun instrument qui peut mesurer plus que ça, pas du tout. Donc, s'il reste du carbone 14 dans un échantillon, il ne peut pas avoir plus que 100 000 ans, et c'est certain, il peut avoir beaucoup moins que ça. C'est un test pour mesurer un âge maximum, au lieu de dire un âge réel. Je retourne à ça. La datation carbone 14, qu'est-ce que c'est un spectromètre de masse à accélérateur? Voilà, ici, ça c'est le truc dans le labo. On n'a pas chez nous à Liverpool. J'ai envoyé nos échantillons dans un labo ailleurs et on a payé pour le test. Et comment ça marche? On a mis les petits échantillons de dinosaures ici, tout préparé et tout ça. Accélérateur à haute énergie, électroaimant, et ça divise entre 3 directions, le carbone 12, carbone normal, carbone 13, un isotope de carbone, et carbone 14, qui est la partie que nous pouvons dater. Et selon ce formulaire qui est très très bien établi, tu peux regarder en Wikipédia et les autres encyclopédies, l'âge en années radiocarbone, c'est-à-dire pas les années vraies, mais les années selon la datation radiocarbone par ce formule ici. Voilà le nombre d'atomes de carbone 14 au commencement, voilà le nombre que nous mesurons maintenant, et voilà quelques constants, la demi-vie de carbone 14. Et tu peux arriver à une date en utilisant ces prémices. Ce que nous avons fait, on a testé une suite des os. On a commencé avec des os médiévaux, âge glaciaire, Pléistocène, dinosaures et dinosaures. Et on a mesuré en chaque os un pourcentage de carbone 14, 90,05 pour médiévaux. Alors, beaucoup. Moins pour l'âge glacial, moins pour l'âge pléistocène. Même tous les dinosaures, ils possèdent une âge avant le présent daté par le carbone 14. L'erreur, c'est très mince, et aussi dans le même labo et dans le même instrument. Alors, ce n'est pas une question de changement de labo, changement d'instrument. Et ce que nous pouvons dire de ça, c'est que dans les os de dinosaures,
carbone 14 est présent, donc ils n'ont pas des millions d'années. Ils même n'ont pas cet âge ici. Mais ce qui est certain, c'est que si on a mesuré le carbone 14, c'est impossible qu'il y ait des millions d'années. Et nous avons publié tout cela dans une thèse doctorale à l'Université de Liverpool en 2018. 8 faits au sujet des dinosaures. Alors, nous avons fait tout ça. Et le dernier des os de dinosaures contiennent une quantité mesurable de carbone 14, encore des tissus mous. Conclusion inévitable, les morts étaient récentes, beaucoup moins que des 65 millions d'années qu'il est proposé. Alors, est-ce qu'il y a les faits historiques, scientifiques qui ne vont pas avec la vision laïque du monde? Est-ce qu'il y a une explication biblique pour ce que nous avons vu? On pose la question, les fossiles, comment se forment-ils? Voilà le fossile d'une méduse. Et les fossiles formés suite à une mort soudaine et à un ensevelissement rapide. Un cataclysme, nous avons vu ça avec les restes des dinosaures, on peut voir facilement avec une méduse. Trouvée dans les couches sédimentaires déposées par l'eau, c'est-à-dire une couche sédimentaire, c'est une couche de rocher qui est déposée en place par l'eau. Dans le monde entier, on trouve les fossiles n'importe où dans le monde. 95% des fossiles sont d'origine marine, par exemple les coquillages, une proportion des algues et des plantes, et une proportion beaucoup moins les poissons, les dinosaures et les autres animaux. Et ça, c'est un fossile ichthyosaure, voilà le maman, et voilà le bébé qui est en train d'être né. Et ça nous montre que ça contredit les longs âges pour fossiliser selon la théorie d'évolution. J'ai visité un musée ici en France. L'explication pour les fossiles, il trouvait des longues périodes pour avoir un fossile, mais c'est nié par un dia comme ça. Pour avoir un fossile comme ça, il faut une mort et enfouissement rapide. Et il y a pas mal d'exemples comme ça. On a trouvé les fossiles marins, même sur le sommet d'Everest. Sur le sommet d'Everest, il y avait les rochers sédimentaires. C'est évident par ça qu'un jour dans le passé, Everest était submergé de l'eau. On a trouvé des fossiles ammonites sur Everest. Et il indique aussi que la mort cataclysmique, brutale, dans les rochers sédimentaires. Les fossiles, comment se forment-ils? La meilleure explication aux conclusions tirées de l'observation des fossiles est qu'un déluge à l'échelle planétaire a détruit les continents et leurs habitants. Et nous avons une narration par un témoin oculaire dans le livre de Genèse. Aussi, en plus, il existe des centaines d'histoires de déluges dans les civilisations du monde entier. Aux États-Unis, Nord-Amérique, Sud-Amérique, en Afrique, en Europe, en Chine, en Australie, aux Indes, ils ont tous leur histoire du déluge. Alors, jusqu'à maintenant, on a deux visions du monde. On a la vision du monde biblique. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Il y eut un soir, il y eut un matin, le 6e jour. Dinosaures, comme tout le reste des animaux, ils ont été créés au même temps, au même jour même, que l'homme. Ils étaient fossilisés dans une inondation globale et récente, selon la Bible. Ça, c'est une vision du monde selon la Bible. Ça explique les fossiles. Ça explique pourquoi il y a les tissus mous. Ça explique pourquoi il y a de la datation par carbone 14. Ça explique pourquoi il y a les récits partout du monde. La vision laïque du monde. Tous les fossiles dans le colon géologique étaient mis en place
570 millions d'années jusqu'à maintenant. Les os, les fossiles au milieu des dinosaures et les bêtes comme les chevaux et tout cela un peu plus haut. Ça, c'est une vision du monde qui était tout à fait le contraire. Ça exige une vieille Terre. En effet, le chiffre, c'est 4,6 milliards d'années. Et par ça, la mort, forcément, existait dès le commencement. Ça, c'est la vision du monde laïque, qui est tout à fait le contraire de ce qui est trouvé dans la Bible. Mais ce que je voulais dire, c'est que les faits que nous avons mesurés et les faits historiques marchent avec la vision biblique et pas avec la vision laïque. Existe-t-il des preuves scientifiques qui ne concordent pas avec la vision laïque du monde? Conservation des tissus mous, cellules sanguines, collagène des dinosaures. Le carbone 14 dans les os de dinosaures aussi. Tissus mous partout, géographiquement et partout, historiquement. Voilà une autre vidéo. Bienvenue à 1 minute pour la création, je suis Eric Ovint. Y a-t-il réellement eu un déluge planétaire il y a 4400 ans? Les sceptiques prétendent que tout cela n'est qu'un mythe. Toutefois, il y a un nombre accablant de preuves qui indiquent que le déluge s'est vraiment produit. Plus de 270 cultures à travers le monde ont une légende d'un déluge. Les géologues ont trouvé des formes caractéristiques de grandes érosions tout autour de la Terre. Des veines de charbon traversent le globe de part en part, certaines faisant plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Au sommet du mont Everest, on trouve même des fossiles de palourdes. Quand une palourde meurt, elle se relâche et s'ouvre. Celles-là sont refermées et à plus de 700 km de la plage. Et à 9 km au-dessus du niveau de la mer. Y a-t-il donc eu un déluge global? À l'évidence, oui. Pourquoi ne viendriez-vous pas nous faire savoir ce que vous pensez à creationminute.com? Pour une thèse en Angleterre, je suppose que c'est le même en France, on fait un sondage de la littérature qui ont été publiée. Voilà ce que nous avons fait et publié. C'est un survey, c'est-à-dire un sondage de toute la littérature qui a été publiée, et les publications scientifiques des tissus mous. 1966, il y a un, et alors 68, 2, et encore quelques-uns ici. Mais après le travail de Schweitzer, ça a commencé comme un domaine de recherche. Et 2017, ici, il y avait 7 publications dans un seul an qui a noté les tissus mous dans les dinosaures. Et jusqu'à maintenant, il y a plus que 120 publications scientifiques des chercheurs, la grande proportion séculaire, qui ont noté le tissu mou des dinosaures et des autres organismes. Nous avons fait une liste, et voilà, vous pouvez vérifier la liste en Internet si vous voulez, et chaque fois qu'il y a une nouvelle publication, on met sur la liste. Et voilà la liste ici, et c'est plus que 120 maintenant. Et tout ça, c'est publié dans cette publication ici, aussi séculaire, Proteomes of the Past, The Pursuit of Proteins in Paleontology. Si tu arrives à dire ça en anglais, tu parles bien. Alors, et on a noté que les tissus mous se trouvent partout géographiquement. Ici, les tissus mous en Alaska, aux États-Unis, nous avons déjà considéré. En Sud-Amérique, en Argentine, nous avons déjà considéré. En Europe, nous avons déjà en Afrique. Et en Chine, en Russie. Tissus mous partout, géographiquement, fossiles dans les rochers sédimentaires publiés dans la littérature. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que les tissus mous se trouvent partout historiquement. Voilà le nombre de rapports qui ont noté le tissu mou cénozoïque, maastrichtien, campanien. Et alors, je n'arrive pas à dire ça, je vais passer ici, Jurassique et même Triassique et même au fond du côlon,
100 à 505 millions d'années selon le système laïque, mais ils ont trouvé les tissus mous. Et les données indiquent la biochimie originale dans toute la colonne géologique, une indication forte qu'ils ont été formés au même temps. Alors, ce n'est pas 500 millions d'années, c'est un an, selon du déluge. Les tissus mous trouvés dans le monde entier et tout au long de la colonne géologique sont expliqués d'une manière optimale par le renversement de l'échelle temporelle, et cela signifie pas des 500 millions d'années, mais un seul, celle du déluge. C'est le déluge qui a mis tout ça sur place. Existe-t-il des preuves scientifiques qui ne concordent pas avec la vision laïque du monde? Oui. Conservation du tissu mou des dinosaures, le carbone 14 des dinosaures, les tissus mous partout. Mais encore, une dernière preuve qui est très très facile à comprendre. Représentation et connaissance de dinosaures dans l'Antiquité. Dinosaure, le mot, comme André nous a rappelé cet après-midi, n'existait pas avant 1840. Mais dans le passé, on a utilisé le mot dragon. Même dans la King James Version du Bible anglaise, il est mentionné les dragons, qui n'a pas référence à des animaux mythiques, mais à des animaux réels. Voilà une tapisserie Saint-Georges au Palais des Généralités à Catalogne, place de Saint-Jean, Barcelone. Et voilà le bon saint ici avec son cheval. Et regarde ça. C'est juste comme les dinosaures de l'âge Permien que nous avons reconstruits dans nos musées. Il y a aussi des récits des dragons dans l'histoire. Pliny, un historien romain, il a dit « L'Inde qui produit le plus grand éléphant, ainsi que le dragon, qui est perpétuellement en guerre avec l'éléphant, et qui est lui-même d'une taille si énorme qu'il peut facilement envelopper les éléphants de ses plis. » Encore un autre récit. Dio Cassius, un autre historien romain, 3 siècles avant Jésus-Christ, un jour, alors que Régulus, consul romain, se battait contre Carthage, voilà la carte de le monde ancien, voilà Carthage ici, au nord d'Afrique, un dragon se glissa soudain derrière le mur de l'armée romaine. Les Romains le tuèrent, l'écorchèrent et l'envoyèrent la peau au Sénat romain. Lorsque, sur l'ordre du Sénat, la peau du dragon fut mesurée, il se trouvait qu'elle mesurait, et chose étonnante, 120 pieds de long, et que l'épaisseur était proportionnelle à la longueur. Un récit historique d'une bête énorme, mais encore même plus facile à comprendre. Si vous visitez le temple de Ta Prohm au Cambodge, alors voilà, vous pouvez regarder les piliers du temple, et regarde un pilier, et dans chaque pilier, il y a des sculptures des animaux de la jungle. Par exemple, les singes, les boucs et les dinosaures. Alors, le monsieur qui a gravé les autres animaux dans ce pilier, il a vu un singe, il a vu un bouc, il a vu ça. Il a gravé. Et la datation, c'était 1186 ans après Jésus-Christ. Tu peux visiter le temple aujourd'hui, tu peux prendre la photo. Mon beau-frère a fait, et lui, il n'est pas croyant, mais je lui ai posé la question, comment est les piliers? Il a dit, oui, c'est un dinosaure. Il doit admettre cela. Représentation de l'Antiquité qui prouve que les dinosaures ont persisté jusqu'à les temps médiévaux, mais maintenant, ils sont éteints. Dans la Bible, oui, voilà le Behemoth, ça veut dire en hébreu grande bête, que j'ai fait, c'est Dieu qui parle, que j'ai fait
avec toi le même jour. Il mange l'herbe herbivore, comme le bœuf. Regarde donc, sa force est dans ses reins et sa puissance dans ses muscles de son ventre. Il courbe sa queue comme un cèdre, les nerfs de sa cuisse sont entrelacés et les os sont les tubes des reins, ses membres sont les barres de fer. Il est le premier, il est le plus grand, il est le premier des voix de Dieu. Alors, note ici une description des os d'un dinosaure. Parce que le sauropode dinosaure, les os dans sa queue et sa cou sont comme des tubes. Sinon, il n'arrive pas à secouer la queue, ni à bouger sa tête. Ils sont comme les tubes, faciles à bouger. Mais au contraire, dans ses jambes, c'est vraiment comme les barres de fer pour supporter la grande pèse. Alors, c'est une description. Nous avons noté 10 points de correspondance. Dans le hébreu, j'ai étudié avec un collègue qui a un doctorat en hébreu. Nous avons noté 10 points de correspondance avec un dinosaure sauropode et la description qui a été donnée dans le livre de Job. OK, faisons les conclusions. Vision laïque du monde, croyance en millions et milliards d'années, perte de l'inhérence biblique. Si tu crois à cette vision, tu as perdu la inhérence de ta Bible. Dieu a-t-il vraiment dit? Vision biblique du monde, création, miraculeux, déluge mondial qui a fait déposer les fossiles lors d'un phénomène d'extinction massive. Le monde croit sur des phénomènes d'extinction, mais il croit plusieurs. Non, il y a un seul phénomène d'extinction. C'était le déluge qui a tué la plupart des dinosaures, sauf les animaux qui étaient sur l'arche. Survenu récemment. Selon la Bible, le texte reçu, le texte massératique, c'est 2000,400 à peu près avant Jésus-Christ. Et toute l'histoire que nous mesurons, que nous avons vue archéologiquement, peut être emplacée dans cette période après le déluge. Le point important, les deux visions sont incompatibles. Tu es dans le camp laïque ou biblique, en effet. Si tu essaies de mélanger les deux, franchement, je crois que ça ne va pas. Mais il n'y a pas besoin de faire ça, parce que la science la plus récente et l'archéologie confirment plutôt la Bible que la vision laïque. La recherche a trouvé des tissus mous dans les restes des dinosaures non fossilisés, une biochimie originale dans les fossiles tout au long de la colonne géologique, dans les rochers sédimentaires, c'est-à-dire déposés par eau, et dans le monde entier. Tous les éléments confirment l'âge biblique de la Terre. Conclusion. Mary Schweitzer d'abord. Quand on y pense, les lois de la chimie et de la biologie et tout ce que nous savons disent qu'il devrait avoir disparu, qu'il devait être complètement dégradé. Elle a raison. Brian Thomas, collègue de Liverpool. D'un point de vue global, le tissu mou des dinosaures remet en question les hypothèses fondamentales que tous les courants dominants considèrent comme les vérités établies. Des millions d'années d'évolution, des 10 millions d'années et d'évolution. Le tissu mou efface tous les deux. Que pouvons-nous apprendre des dinosaures? Le déluge s'est réellement produit. Leçon numéro 1. Genèse, les évangiles, notre Seigneur Jésus et les apôtres, tous nous l'enseignent, le déluge. Et la science et l'histoire confirment le récit biblique. Le déluge montre le jugement de Dieu. C'était un jugement catastrophique, mondial et soudain, dévastateur,
provoqués par l'eau. Il n'y a pas longtemps. Mais le déluge aussi montre la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qui était dans l'arche ont été sauvés. Et nous, aujourd'hui, et tous les animaux par terre, nous sommes descendants de cette famille qui était préservée, sauvée par la grâce de Dieu en avoir mis dans l'arche. Alors, l'arche, c'est un dessin à l'Ancien Testament, une image de Jésus. Comme Jésus était sur la croix, il était battu, il était puni. Tout le jugement de Dieu a tombé sur lui. Mais si nous sommes en lui, nous serons sauvés. Tout ce qui était dans l'arche était sauvé. Et tous ceux qui sont en Christ seront sauvés. Et la dernière question ce soir, mes amis, est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que vous êtes en Christ? Sinon, il faut mettre la confiance en Dieu qui aime le monde tant qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci pour votre attention.